Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième partie de ce retour à l'écran format interview avec Lucas Balbo, auteur du livre totalement incontournable sur la cassette vidéo VHS Story, l'âge d'or de la vidéocassette en France. Un livre coédité par les éditions Lucas Balbo et Metaluna Store, un ouvrage qui contient un historique très documenté, des précisions sur un grand nombre d'éditeurs de VHS français, des interviews, des détails techniques et une remarquable iconographie, et le tout sur 192 pages en couleur. Foncez vous le procurez, vous ne le regretterez pas. Bonjour Lucas. Bonjour à tous. Alors dans la première partie de notre échange, nous avons évoqué l'origine de votre livre, puis l'arrivée de la vidéo sur le marché, ainsi que les différents formats, les pionniers de l'édition comme René Château et VIP, et de l'importance des jaquettes et des magazines vidéo vendus en kiosque. Nous avons terminé cette première partie en parlant de l'arrivée tardive de Disney sur le marché de la VHS, un temps de présence comblé par d'autres films d'animation, notamment japonais. C'est vrai qu'il y a eu des films qui étaient des remontages des séries télé animées comme Goldorak, qui a d'ailleurs connu une sortie cinéma, mais il y a eu aussi des vrais longs métrages japonais qui sont parvenus jusqu'à nous en VHS, et je pense à des adaptations de mangas de Leiji Matsumoto, le papa de Albator, notamment à Galaxy Express 999, et surtout Princesse Millennium qui a été édité chez Scherzo. Scherzo, c'est un éditeur qui s'est accoquiné avec le rédacteur en chef du magazine Starfix, qui deviendra assez connu en tant que réalisateur, c'est Christophe Gans. Et il a ramené chez l'éditeur des collections de films de la Japanime, mais aussi des films d'arts martiaux et aussi des films érotiques. Tout à fait. Alors Scherzo, au départ, c'est un éditeur qui a été créé par un grand magasin de vidéos hi-fi de Barbès. Donc ils avaient déjà une idée d'une clientèle ultra populaire. Ils ont eu l'intelligence d'aller chercher des gens qui connaissaient le cinéma plutôt que de se lancer à acheter n'importe quoi. Ils ont envoyé Christophe Gans, aussi bien pour les films érotiques que pour les films d'arts martiaux, et ils ont créé des collections avec, en se disant tiens, René Château, il fait des trucs comme ça, voilà, en créant vraiment une charte graphique pour chaque collection. Et ça a très bien marché. Et puis après, Scherzo rachète Sunset et il se lance un peu dans le marché de la vidéo budget. C'est-à-dire, après avoir commencé un peu en haut du panier à la location, avec les séries dirigées par Christophe Gans, il se lance dans la vidéo budget avec une grosse distribution en solderie et à Paris sur les magasins de soldes, quoi. Leur propre magasin. Et à partir de là, ça devient moins qualitatif. D'accord, ouais. Aussi bien au niveau des jaquettes que des films. Que des films. Alors on disait que Disney arrive tard sur le marché, mais les grosses sociétés françaises de production et de diffusion comme Gaumont et UGC ne sont pas très réactives non plus au début. Alors là, c'est l'exemple type des gros qui s'aperçoivent qu'ils ont loupé un coche et que le public ne reviendra plus en salle. À partir de la création de Canal+, et de la multiplication des supports, ils s'aperçoivent qu'il faut prendre le train en marche, quoi. Et au début, effectivement, ils avaient déjà égrené un peu leur catalogue à droite à gauche, surtout Gaumont. UGC, eux, ont toujours été qu'un distributeur, donc ils se raccrochent aux branches. Et après, le problème chez Gaumont, c'est les successions de l'entreprise elle-même, comme pour la Fox, comme pour Warner. Toutes ces politiques de vidéo commencent avec un certain groupe et finissent par être repris dans des conglomérats où on sait plus, Columbia, TriStar, Gaumont, et jusqu'aux années DVD où là, effectivement, Gaumont reprend son catalogue et le gère en interne. Mais tout ça, avant, était un entremêlat de distributeurs qui balançaient tout en supermarché, en grosse série, et c'était le rouleau compresseur, quoi. C'est 100 à 150 titres par mois, quoi. Il
Il y a un éditeur important de l'époque, c'est Proserpine, qui a sorti des VHS comme Marche à l'ombre, Les Compères, pas mal de comédies françaises. Et alors, finalement, est-ce que le cinéma français est bien représenté en VHS par rapport au cinéma américain ? Alors, le cinéma français a ce problème d'avoir sa rentabilité en salle d'abord. Donc déjà, dès le début de la vidéo, les syndicats interprofessionnels s'accordent 2 ou 3 ans de répit pour... Et puis s'aperçoivent que, en finale, le film sera peut-être plus rentable en vidéo qu'en salle, ouais. Pour certains titres. Et donc, Proserpine, en fait, eux commencent avec du X et même du triple X français. Et puis, ils découvrent qu'il y a un marché plus vaste dans le film grand public. Et alors après, donc là, je prends des pincettes puisque ce sont des rumeurs, mais il semblerait que c'était du blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'ils trouvent des nouveaux investisseurs qui font des grandes campagnes, gagner des lingots d'or pour le Léopard, ou je sais plus, il y a un film où ils ont fait une campagne avec des 4 pages couleurs dans les magazines où on gagnait un lingot d'or, paraît-il aussi sur les marchés internationaux comme le MIP, les marchés à Cannes spécialisés en vidéo, parce que bon, on connaît le festival de Cannes, mais il doit toujours y avoir un marché spécialisé dans les ventes de droits audiovisuels pour la vidéo qui s'appelle le MIP à Cannes. Et il y en a 2 par an. Ils faisaient toujours des fêtes extravagantes. On se demandait toujours d'où provenait tant de profusion d'argent. Et le fait aussi qu'ils ne sont pas passés au DVD, ils ont disparu. Ouais. Donc il y a des rumeurs comme quoi, en fait, Proserpine, c'était du blanchiment d'argent. Ouais. Mais bon, c'est aussi fantastique parce que c'est un des seuls éditeurs qui avait des présentations avec des célébrités télé. Donc il y avait des films présentés par Mourouzi, et entre autres quoi. Et ces cassettes là, c'est plus des Madeleines de Proust, là c'est la brioche entière. C'est incroyable quoi, parce que visiblement ils ont jamais vu le film. Oui, ils connaissaient pas les films. Voilà. Ouais, c'est assez drôle. Et ils lisaient un prompteur comme sur un plateau télé. Donc ça coûtait une blinde à tourner ces trucs là. C'est un grand mystère et j'ai pas pu fouiller trop parce que je voulais pas avoir un tueur de la mafia à ma porte. Il recevoir des petits cercueils dans la boîte aux cercueils en forme de... Il y a un éditeur vidéo qui a fait une série de cassettes comme ça dans des cercueils. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je voulais pas les recevoir, ça. Je n'aimerais pas voir un film pour la première fois en vidéo ou à la télévision. On voit d'abord un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Serenada 3 de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devrais attendre peut-être 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo. Claude Berry, citant les propos de François Truffaut. Et il y a aussi l'édition Filafilm qui arrive en 1982. On y trouve plusieurs collections, notamment les grands cinéastes, avec des films d'Alain Resnais par exemple, et puis surtout la collection Les films de ma vie. Tout à fait. Donc Filafilm, c'est Jean-François Davy qui a travaillé avec Claude Berry, qui monte une structure pour diffuser de la vidéo grand public à la vente. Il vise pas le créneau de la location. Et qui arrive à arroser donc les marchés avec un gros catalogue de classiques auquel il a eu accès pour une misère. Et puis la machine s'emballe à tel point qu'il demande des prêts aux banques et les banques lui refusent. Donc à l'orée de 92, l'empire Filafilm, l'empire de Davy s'écroule pratiquement du jour au lendemain, et avec beaucoup d'éditeurs qu'il sous-distribuait en fait. Mais lui, Davy, continue en recréant donc une société avec sa femme, dont c'est plus lui le patron, c'est sa femme, et après c'est plus sa femme, c'est le comptable. Il a continué comme ça dans la profession, toujours en gérant des énormes catalogues. C'est hallucinant, c'est une exception française dans les gens qui sont lancés dans la vidéo avec des films normaux, c'est-à-dire sans le marché de niche, sans l'horreur, voilà, en créant les films de ma vie avec l'appui de cinéastes qui voulaient avoir tous leurs films disponibles en vidéocassette. Ouais. Jean-François Davy, d'ailleurs, qui s'était fait connaître auparavant avec le film Exhibition, une enquête sur le quotidien du cinéma porno des années 70, qui avait été un gros succès en salle.
Et justement, la VHS, c'est aussi popularisé grâce au film X. Tout à fait, oui, il faut... le porno a vraiment développé toute l'industrie de la home vidéo. Voilà, quoi de mieux qu'avoir une deuxième femme à la maison ou une première pour certains. Et donc, il y a des éditeurs comme Marc Dorcel, Colmax qui arrivent. Oui, et puis surtout Alpha France qui rachète donc Iris, qui fonde ses propres collections et qui, lui, a toujours l'astuce de varier les plaisirs. C'est-à-dire qu'il n'édite pas que de l'érotique, mais il le fait sous une marque différente. Et puis, tu as les éditeurs, effectivement, qui sont nés du sex shop, des gens qui ont des sex shops et qui cherchent du produit, à tel point que Dorcel est devenu une chaîne, il a sa propre chaîne télé, c'est devenu une industrie, quoi. Et qui tournent les premiers direct to vidéo, c'est-à-dire des films sortis en vidéo uniquement pour leur marché vidéo chez cet éditeur, quoi. Et ils ont une ligne édito, en fait. Marc Dorcel, c'est un peu la soubrette. Oui, alors après, on joue avec les fantasmes du moment, et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le porno chic, c'est toujours dans des appartements de luxe, avec des dentelles en or, des salles de bain luxueuses, des gros magnétoscopes, parce que ça, c'était un énorme signe de richesse. Faut pas oublier que au début de la vidéo, quand même, un magnétoscope, c'était presque l'équivalent du double d'un SMIC. Donc, c'était pas donné. Et les cassettes aussi, les cassettes vierges coûtaient une fortune. Très, très cher. Voilà. C'était pas un loisir de pauvre, quoi. Bien que ça s'est suffisamment démocratisé que ça a beaucoup plu à une majorité d'un public ouvrier ou de classe sociale pas fortunée, quoi. Et Colmax, la particularité de Colmax, il y a une histoire particulière ou... Non, c'est pareil, c'est un pro du porno qui vient de la VPC, lui, c'est-à-dire qu'il vient pas du sex shop. Je pense que Dorcel, lui, avait vraiment une chaîne de sex shop. Colmax, il venait de la VPC, c'est-à-dire qu'il vendait par correspondance des objets érotiques ou de la littérature érotique, je sais plus exactement, peut-être des photoromans. Donc c'était une évolution logique de passer à l'image qui bouge, quoi. Et il y a même le chemin inverse, parce que ça, je ne savais pas, mais Concorde, la chaîne de sex shop Concorde qu'on connaît, a débuté, enfin en tout cas les débuts, c'est de la vidéo en fait, c'est ça ? Oui, ils sont étendus à l'objet et aux magasins spécialisés en objets érotiques pour les femmes. Et il a surtout des gros problèmes, c'est-à-dire que il arrive toujours un moment dans le porno où les gens qui travaillent dans cette industrie sont considérés comme louches. Ils se sont fait tomber dessus par les impôts et il a failli faire faillite. C'est ce que j'ai retrouvé dans des entretiens où il en parle. Et c'est là, à partir de ces années-là, où il a commencé à diversifier, où il a créé les magasins spécialisés en accessoires où c'était moins risqué, quoi. Voilà, où c'était plus clair, où il y avait moins de risques légaux. Ouais. Je sais plus exactement quel fut le problème, si c'était juste un problème de trésorerie ou si c'était vis-à-vis des contenus. Et puis il a fait aussi, il y a un film qui s'appelle L'éducation anglaise de Jean-Claude Roy qui est sorti en salle avec Jean-Claude Dreyfus habillé en femme sadique. Et la même année, Concorde sort en vidéo un film qui s'appelle L'éducation anglaise, mais qui n'a rien à voir. Ouais. Donc Jean-Claude Roy a fait un procès, qu'il a dû gagner d'ailleurs, parce que il était évident que la cassette vidéo ressemblait beaucoup au contenu du film. Ça a dû aussi porter atteinte à cet opportuniste un peu trop rapide. Ouais, trop rapide là, ouais. Et par ailleurs, la VHS permet aussi de voir des films qui ne sont plus en salle, notamment ceux qui n'ont pas marché, mais aussi des films qui sont totalement invisibles ou qui n'auraient pas forcément trouvé leur chemin dans les salles de cinéma. Oui, alors il y a le marché de niche qui se crée, un peu comme le Rocky Horror Picture Show avait créé ces séances de minuit où les gens se jettent du riz et font des tas de choses dans la salle, où le spectacle est dans la salle. Il y a des films, effectivement, qui sont un marché de niche, c'est-à-dire qu'on va pas en vendre 2000, mais on va en vendre 500 à des passionnés. Si vous lancez une collection de ce genre de films, qui vont racheter tous les films de la série, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un produit unique, dit de niche. C'est l'exemple du Chat qui fume maintenant, qui se spécialise dans des éditions de luxe pour des petits films qui ont des fois qui sont jamais sortis ou qui ont eu une toute petite distribution, voilà.
Il y a aussi un petit éditeur qui a diffusé pas mal de films un peu extrêmes, un peu particuliers, c'est Accent Film, qui ont distribué des films comme Nécromantique 1 et 2, qui sont des films sur la nécrophilie, tout ça. Ils sont interrogés dans le livre. Oui, tout à fait. Les deux Nécromantiques sont des fictions. Oui, bien sûr. Qu'on soit clair. Et effectivement, eux surfaient sur les marges. Aussi bien du film d'auteur, puisqu'ils ont sorti des films comme Plein feu sur l'assassin, des dessins animés chinois, mais leur spécialité, effectivement, c'était les films gore et choc à outrance, que même René Château aurait pas osé toucher, quoi. Mais c'était tenu par, en fait, donc, 3 passionnés qui tenaient ça à bout de bras, qui avaient un métier d'un autre côté, c'est-à-dire que René Château, il ne faisait que ça, par exemple, hein, alors que ces 3 gars, en fait, avaient un vrai métier, un autre métier à côté, parce que financièrement, c'était les débuts du marché de niche. Le gros problème, c'était la fameuse VF, c'est-à-dire que en vidéoclub, un film sans VF, c'était inlouable. C'est-à-dire que les gens les reposaient automatiquement, à tel point qu'ils ont, je crois que pour le Nécromantique, ils ont fait une VF. Et il y avait le choix de la cassette VF et la cassette VO. Mais ça coûtait trop cher. Ils pouvaient pas se permettre, pour tous leurs titres, d'avoir des doubles versions. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu suivre le marché parce que, d'une part, ils tiraient à des tirages très limités. Quant à 3 associés, chacun évolue effectivement parallèlement dans leur propre carrière différemment. Ils ont pas toujours le temps de trucs. Et ce qui a mis le clou un peu sur le cercueil, c'est un des réalisateurs leur a fait un procès sur les derniers films qu'ils ont sortis. Voilà, ils ont eu un des problèmes légaux avec un des réalisateurs qui leur a fait un procès, et donc ils se sont dit, bon, c'est comme ça, on arrête. Ouais, en fait, c'est assez touchant, hein, l'interview qu'il y a dans le livre, parce qu'on voit vraiment que c'est des passionnés qui font ça à côté. Voilà, c'est comme toi et moi, on s'associait, on trouvait un 3e larron et on mettait nos économies pour sortir des petits films inédits. Voilà. Niche. Et à l'époque, en VHS, c'était pas facile. Donc maintenant, grâce aux campagnes de crowdfunding, on peut faire ça en prenant moins de risques, dans le sens où si on en vend 100 ou 150, on sait déjà qu'on a nos coûts de fabrication remboursés et on peut toujours, voilà. On avise après. Exactement. Ouais. L'avantage de l'Internet. L'avantage et les inconvénients, puisque il y a beaucoup vont vous dire mais tel film on le trouve sur YouTube. Alors, dans quelle qualité et dans combien de temps, parce que évidemment le film est illégalement sur YouTube, donc il peut disparaître du jour au lendemain. Et puis c'est pas la beauté du support physique qu'on a sur sa propre étagère, mais c'est un goût qui change. Les nouvelles cassettes vidéo BASF au chrome garantissent des couleurs fantastiques. Même après 2000 passages. Encore et encore. Les couleurs fantastiques de BASF sont garanties même après 2000 passages. Alors, comment évolue le marché de la vidéo dans les années 90, en fait ? Moi, ce que j'en ai compris par déduction, c'est que les gros... Tout pendant les années 80, le marché se développe via des franchisés, des hors-la-loi, des fois sans foi ni loi, qui effectivement font fortune dans le marché. Et puis donc, à partir de la fin des années 90, tous les gros se disent, bon, bah c'est fini, le cinéma, c'est plus rentable. Aux États-Unis, ils font du direct-to-vidéo et ça marche. Il y a plein de sociétés qui sont créées sur ça. Pas forcément avec des films, même avec des documentaires, National Geographic par exemple. Donc, ils se penchent sur la question et là, ils ravagent le marché, quoi. C'est le rouleau compresseur, c'est 150 titres par mois, comme je l'ai déjà dit. Et puis, le coût de fabrication descend. C'est-à-dire qu'on arrive à des magnétoscopes très abordables et des cassettes vierges très abordables. Donc, ce qui était un produit de luxe, un peu, devient un produit grand public. Les supermarchés se lancent, quoi. La grande distribution se lance dans la vidéo, mais pas directement, c'est-à-dire via des sociétés spécialisées dans ce qu'on appelle la cassette budget, pour attirer les clients au fond du magasin. On met au bout du rayon vidéo, au 4e étage de grande surface, des cassettes disponibles à 10 francs, 15 francs à l'époque, alors que même en cassette vierge, les cassettes vierges coûtaient plus cher, quoi. On s'en sert de produit d'appel. Et les gens traversent donc tout le magasin pour aller acheter leurs cassettes. Et évidemment, ils voient la nouvelle télé, ils voient le nouvel ordinateur en passant. Et l'astuce de la grande distribution, c'est qu'ils investissent pas, en fait. Ils ont des fournisseurs spécialisés dans la cassette vidéo budget, avec des éditeurs sortis du chapeau.
Mais ce que certains éditeurs ne comprennent pas, et qui a fait leur perte aussi, c'est que les supermarchés ont des retours. Et il y a des éditeurs qui se débrouillent, c'est-à-dire que les gens ne ramènent pas les films, mais il y a d'autres où les films sont ramenés en masse parce que dès la première vision, la cassette est défectueuse. Donc tout ça est revenu en masse, et ça a été le cas pour cet éditeur Century, qui a changé de nom, qui a sorti une centaine de cassettes d'un coup, en un bloc, voilà. Et les premiers mois ont été formidables au niveau vente, mais le troisième mois, ils sont tapés plus de la moitié en retour. Et donc, pour le supermarché, ça a été une opération formidable, puisque ils remboursent, mais ils remboursent sans payer, évidemment, le fournisseur. Le fournisseur, évidemment, ouais. Et c'est tout bénef pour eux, quoi. Eux ne perdent pas d'argent. Mais l'éditeur se retrouve avec des centaines de cassettes invendables et à perte, voilà. On soupçonne fort aussi que certains clients, ayant découvert qu'ils avaient acheté un film qui était un patchwork de 3-4 films montés à la hâte, doublés avec les pieds dans des copies exécrables à peine 1 heure, disent c'est pas possible, c'est pas un vrai film, ça. Ouais. Remboursé. Ceci est un DVD. C'est un film sur un disque de la taille d'un CD. L'image est 2 fois plus nette que sur une cassette vidéo. Le son est infiniment plus limpide. Une qualité d'image et de son exceptionnelle. Comme au cinéma, chez vous. Et l'arrivée du DVD sonne le glas. Voilà, l'arrivée du DVD, pas mal le piratage en ligne aussi, fait un ravage pour les vidéoclubs, qui est achevé par Vidéo Futur, par les chaînes qui s'installent à 2 pieds du petit vidéoclub de quartier pour proposer le film en vogue à 50 exemplaires dès la première semaine, alors que le vidéoclub de quartier n'en a que 2 ou 3 qu'il a payé une fortune. Donc évidemment, le vidéoclub de quartier, à partir des années 90, commence à disparaître. Les grosses chaînes s'installent, mais les grosses chaînes, elles vont pas durer, puisque finalement, Vidéo Futur, c'est de tirer une balle dans le pied. Ouais, bah oui, parce que c'est pareil, ça a propulsé la fin. On passe dans une consommation pas chère, mais sans goût. Ouais, bah oui, parce que la différence entre les deux, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est quand on allait dans le petit vidéoclub du quartier, tout ça, en général, il y avait un lien avec la personne qui tenait le vidéoclub. Moi, j'ai un souvenir très fort de la personne qui me louait les films, parce qu'on discutait régulièrement. Il a forgé une partie de ma cinéphilie, en fait. Mais chez Vidéo Futur, déjà, il y avait moins de personnel, puis il y avait moins la place aussi à la culture au sens large, parce que c'était très axé sur la nouveauté. Tout à fait. En fait, c'est vrai que le vrai vidéoclub de quartier restait... ça remplaçait le curé de la paroisse, quoi. C'était presque notre confident, dans le sens où le type savait que si tu louais 15 westerns italiens, il allait pas te proposer un John Wayne, et ainsi de suite, quoi. Et est-ce que vous avez des VHS particulières dans votre vie, ou des anecdotes sur la VHS, comme vous avez découvert certains films en VHS ou Oui, alors beaucoup à l'étranger, parce que moi je suis pas passé par l'étape vidéoclub. Oui. Donc j'ai commencé à collectionner, à rassembler des cassettes quand les vidéoclubs fermaient, et puis surtout à l'étranger, comme je faisais pas mal de conventions et de bourses d'échange, comme on pourrait les appeler, à l'étranger, à trouver des filmographies inédites. C'est là où j'ai découvert le cinéma d'exploitation turc, pas Yılmaz Güzne, pas Le Mur, ou des films sérieux, quoi. Les vrais films d'exploitation turcs, qui ont existé dans une dizaine d'années avant la dictature militaire là-bas. Les faux Star Wars, les faux Amicalement Vôtres, quoi. Il y a des trucs hallucinants dont à l'époque on n'avait jamais entendu parler. Moi j'ai construit ma cinéphilie en lisant des magazines qui parlaient beaucoup de films non distribués en France. Grâce à la vidéo, j'ai pu rattraper des films, des titres mythiques dont j'avais lu des critiques dithyrambiques à l'époque, dans l'Écran Fantastique par exemple, ou dans Mad Movies, ou dans des revues américaines directement. Et donc c'est comme ça que je suis venu à me retrouver avec plus de 500 cassettes à la maison. Et après, c'est devenu une monnaie d'échange dans le sens où je suis rentré dans le marché des collectionneurs qui recherchent certains éditeurs, certains films. Maintenant, c'est plus vraiment la cassette qu'ils cherchent, c'est l'objet, quoi. Voilà, donc il faut, comme chaque enfant à qui on offre un jouet, il faut que ça soit un jouet neuf. Si c'est le jouet d'un autre, ça lui plaît pas. Donc si la cassette est pleine d'étiquettes, c'est pas le bon boîtier,
Non, ça va pas. En final, voilà, le film, il ne le regarde pas, quoi. Oui. Il faut que l'objet soit comme s'il l'avait découvert en vidéoclub ou s'il l'avait acheté à l'époque. Donc, j'ai gardé quand même pas mal de VHS, soit parce qu'effectivement, c'est des films qu'on trouve pas en DVD. Il y a beaucoup de films aussi dont le son, la version française a été perdue. Donc, ça reste un document intéressant. Et puis, je recycle en permanence, c'est-à-dire tout ce que je trouve en DVD que j'avais déjà en VHS. Si c'est la même version, évidemment, je me débarrasse de la VHS. Je suis pas fétichiste de l'objet à ce point-là. Même si ça va faire un trou, par exemple, dans une collection d'Hollywood vidéo, merde, j'aurais pas... Non, je suis pas encore là. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des collectionneurs qui classent par éditeur, et moi, je classe par titre. Dans le sens où, pour moi, c'est vraiment le contenu, quoi, de l'objet. On pourrait vraiment en parler des heures. Et justement, pour tous ceux qui aimeraient en savoir encore plus, je rappelle le titre de votre livre ô combien passionnant et très riche, VHS Story, l'âge d'or de la vidéocassette en France, aux éditions Lucas Balbo et Metaluna Store. Il est disponible directement sur votre site artclips.free.fr et dans les librairies parisiennes Metaluna et hors circuit. Merci beaucoup Lucas Balbo pour cette discussion, c'était vraiment un grand plaisir. Plaisir partagé. Retrouvez tous nos anciens épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. C'était Mick et à très vite pour un prochain épisode de Retour à l'écran. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.